Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de The Call. Je sais plus si c'est la 7e ou la 8e. C'est la 7e émission de la saison 5 de The Call. Ouais. Et on se retrouve avec une tablée respectable, toujours autant que d'habitude. Avec un nouvel invité, un invité de marque, si je puis dire. Ouais. Un invité de l'élite. Plus âgé que la moyenne, en tout cas. Exactement. C'est un peu un grand élève qui est avec nous, qui est là pour essentiellement pour écouter, mais si jamais elle veut s'exprimer, elle pourra prendre mon micro, bien évidemment. On est avec Émilie, qui est une surveillante, pour ne pas dire pionne, de Charles de Gaulle. Voilà. Sinon, on retrouve, j'ai pas envie de dire habituellement, mais il y a Hugo Adam qui est voilà avec toujours moi, là. qui a la constance de toutes les émissions. Vous êtes obligé de me subir pendant toutes les émissions. Non, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? J'ai l'impression de dire ça à chaque émission, donc merci encore d'être là. On retrouve le nouveau de la semaine dernière, Akila, ainsi qu'Amaury. Amaury, qui était aussi la semaine dernière. Voilà, qui est arrivé la semaine dernière et qui va nous faire sa première chronique. Une chronique un peu en concurrence avec celle de Mathieu, parce que lui aussi va s'exprimer sur la politique, mais avec un angle de vue différent, disons de l'autre bord. Voilà. Et Edgar est là avec moi. Et Maxime est là, on essaiera de présenter tous les deux. Voilà, c'est vrai. Edgar co-anime avec moi, donc c'est vachement plus rassurant. Enfin, deuxième test de co-animation plutôt. Voilà, parce que c'est encore un peu incertain, mais on se dirige doucement vers ça. Voilà. Donc, Akila, cette semaine, tu vas encore nous parler de manga. De quoi tu vas nous parler? Alors, cette semaine, ça va être Dystopiary. C'est un nouveau du prix manga, donc de cette année encore. Et c'est une histoire qui peut être prise de points de vue différents. On a en premier point Tolza, qui est un exterminateur. Pourquoi, je l'expliquerai après. Exterminateur, c'est un métier qui est donc attribué à plusieurs personnes dans ce monde. Et il y a aussi le 23e roi du mal. Alors, pourquoi le 23e? C'est parce qu'il y en avait beaucoup plus avant. Mais on ne raconte rien et on commence directement par le 23e. On n'en a aucune raison sur les autres. Mais le 23e roi du mal est très différent à chaque fois. Ça peut aller du virus jusqu'à un thème tel que le cirque. Et ça peut même passer vers des usines de machines et autres. C'est vraiment très différent et le roi du mal est choisi à chaque fois aléatoirement. Tout comme d'ailleurs les métiers ou aptitudes que l'on peut avoir à chaque fois. Mais c'est un univers contemporain? Non, c'est plutôt futuriste cette fois-ci. Oui, par rapport à Somalie de la semaine dernière, c'est très différent. Donc un univers futuriste avec un exterminateur et des rois du mal. Alors il y en a pas qu'un, c'est un groupe d'exterminateurs. Et le problème, c'est que même dans la définition du livre, c'est un héros n'est rien sans ses compagnons d'armes. Et un exterminateur, le seul moyen pour lui de gagner du niveau, donc il sera obligatoirement au niveau 1, pour pouvoir avoir d'autres monstres, il est obligé de tuer ses compagnons pour pouvoir gagner des niveaux, que l'on appelle un supplément héroïque. Sans ce supplément héroïque, il restera toujours au niveau 1. Et même s'il il gagne la bataille, il retourne au niveau 1. Il peut pas monter de niveau. C'est vraiment horrible parce que les exterminateurs doivent attirer des compagnons pour dès que leur niveau atteint une limite, tous les tuer. Comment du coup les exterminateurs ils font pour motiver des compagnons à les suivre? Alors surtout dans ce monde il y a une grande image des exterminateurs comme quoi c'est eux qui vont tuer le roi du mal, qui est donc l'être suprême maléfique. Et leur but en fait ça va être grâce à cette popularité d'attirer le plus de monde. Et donc c'est surtout grâce à leur popularité qu'ils vont pouvoir attirer des compagnons. Parfois c'est un peu négatif. On a compris que c'est à cause de nombre de morts. Et la plupart du temps, les exterminateurs, on jauge leur force en fonction du nombre de compagnons qu'ils ont tués. D'accord. Mais du coup, ce manga, c'est un peu un RPG en soi, en fait. J'ai du mal à visualiser la structure de l'univers et tout. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de classes dans le jeu. Et on peut vraiment considérer un peu comme un RPG qui va se développer de plusieurs classes différentes. Il y a des classes qui sont pas utiles au combat, telles que cuisine, éleveur et autres. Tandis qu'il y en a d'autres, par exemple, utilisateurs d'armes à feu, créateurs d'armes. Bon, alors ça, c'est un petit peu différent, c'est en plus. Mais c'est vraiment spécifique à chacun. Au point d'avoir des capacités qui sont vraiment très compliquées à avoir. D'accord. Alors, on les a vraiment à la naissance. On peut pas les avoir autrement. On choisit sa classe au début. D'accord. Non, on choisit même pas sa classe. Oui, d'accord. C'est complètement aléatoire. D'accord.
Et au point d'avoir de 0,00003% d'en avoir un. Mais parce que, pardon, excuse-moi, mais du coup, on a vraiment l'impression quand tu racontes l'histoire que c'est l'histoire d'un jeu vidéo en fait. Oui. Et genre, moi je me pose une question simple, c'est genre les exterminateurs, c'est quoi leur motivation pour aller tuer les rois du mal? Ils sont obligés. D'accord. Parce que s'ils le font pas, alors de base ils peuvent se faire tuer très rapidement, mais ils peuvent pas gagner d'argent. Ok. Parce que sans l'argent en fait, ils peuvent pas vivre non plus. Ah, c'est vraiment un jeu vidéo. Oui. C'est vraiment un jeu vidéo. D'accord. Et Alors, rendu un peu à l'extrême. et c'est dans le même monde, c'est dans un monde humain comme le nôtre, c'est sur la Terre ou Alors pas? c'est surtout un monde très futurique avec D'accord. on peut avoir des elfes, on peut avoir des nains, on peut avoir beaucoup de Ça mélange plein de trucs. Oui. Ouais, Ça ouais. mélange beaucoup D'accord, d'univers. d'univers Mhm. imaginaires. Ils ont été tous collés, on va dire, Mhm. et qui vivent en harmonie. Sauf le roi du mal quand il est né. Alors, Et alors donc ça donne un bon ensemble ou il y a un peu un alors cafouillis? moi j'aime beaucoup. Alors c'est un manga qui finit en 5 tomes. Pour l'instant j'en suis au D'accord. 3, je vais pas en raconter plus. Mhm. Mais c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup et que je D'accord. conseillerais à n'importe qui. Enfin, pas Mhm. non plus n'importe qui, mais Mhm. ça pourrait plaire. Donc, moi je pense, pour les personnes qui aiment beaucoup tout ce qui est jeux vidéo ou autres, comme Sword Art Online ou autre, ça peut leur plaire. Après, d'autres personnes qui préfèrent les mangas avec un peu moins d'action, plus d'histoire ou autre, je pense que je lui proposerai pas le Dystopiary en premier. D'accord, ok. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il a reçu le prix manga du coup? Alors, beaucoup de personnes ont choisi Dystopiary. Il était un peu limite dans les classements, c'est vrai. Mhm. Mais il était vraiment pas mal, c'est parce que il a le héros de l'histoire Tolza. Ouais. En fait, quand on le découvre un peu comme un personnage complètement banal. Ouais. Mais en fait, au fur et à mesure que l'on va découvrir à quoi sert la classe d'exterminateur, pour quelles raisons il y en a autant, est-il possible de gagner d'autres niveaux sans avoir à sacrifier de compagnons, vraiment ça nous donne une nouvelle étendue pour cette histoire. Surtout qu'au départ, c'était juste un photographe, tout simple, il avait rien du tout, et du jour au lendemain, il a dit qu'il était exterminateur. D'accord. Mhm. J'ai pas envie que ça sonne comme une critique de ta chronique, mais en fait, quand tu décris ça, ça paraît vraiment très obscur, mais du coup, c'est peut-être, c'est assez intriguant, en fait. Du coup, ça donne plus envie de le lire qu'autre chose, parce que, moi, je suis un peu perdu, là, à essayer de visualiser ça, En fait, mais je pense que c'est volontaire. J'ai essayé de ne pas trop en raconter parce que déjà que j'ai lu le top 2 et 3, Ouais. pour moi, il faut pas que je spoil non plus, parce que ce serait un peu bête. Oui. Mais surtout, ce manga-là, il est très compliqué à raconter. L'histoire, en fait, elle va commencer vraiment à partir du tome 2. Ouais. Et à partir du tome 2, comme on aura déjà tous les éléments, personnages, histoire, le roi du mal et autres, on aura vraiment un début d'histoire que au tome 2. Vraiment vers la fin du tome 2, D'accord. tout est lancé en fait. D'accord. Mais sinon, avant ça, on découvre un peu pourquoi il en est là, est-ce qu'il y a une autre manière de monter en niveau, qu'est-ce qu'il y a comme classe, il y a vraiment de tout en plus, au point d'en avoir qui sont vraiment complètement inutiles. Par exemple, dans le tome 1, il y a un mage nasal. On sait pas trop à quoi ça peut servir. D'accord. Bon. Et du coup, c'est le deuxième manga que tu choisis qui a été élu pour le prix manga, c'est ça? Oui. Et qui est le jury du prix manga en fait? Alors en fait, c'est plusieurs lycées qui vont se rassembler. Ah, c'est les lycées, d'accord. Oui. Donc Ok. il y a lycée et collège. Mhm. J'ai fait les deux. D'accord. Donc les bibliothécaires vont choisir 20 mangas D'accord. dans 40 je crois. Mhm. Et dans ces 20, ils vont devoir nous en faire un résumé et il va falloir qu'on en choisisse 10. Et à Ah la oui. fin de l'année, il y en aura 3 qui vont être pris. D'accord. Alors et là on va encore rassembler tous les votes, etc. et on va Mhm. faire un nouveau jugement. L'année dernière par exemple, il y avait My Hero Academia dans les votes. D'accord. Dans les 3 premiers. Ok. C'est vraiment dans ce style-là et il y a vraiment beaucoup de sortes. Ils peuvent proposer des shoujo tout comme des shonen. Mhm. Il y a plus de shonen que de shoujo et de seinen, c'est vrai. Mais je trouve que Dystopiary, c'est un seinen. Beaucoup de gens vont dire que c'est un shonen, mais je pense que Donc, moi, seinen, c'est plus Ouais. adulte. Oui, c'est bien de vraiment rappeler. pour les lycéens, je le Ouais. proposerai pas Ouais, à d'accord. un collégien de base ou à ma sœur. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et mais alors du coup 40 mangas si au début t'as que 40 mangas qui sont à choisir, c'est quand même pas beaucoup parce qu'il y a bien plus de mangas. C'est vrai, rien que en une année, il y en a à peu près 500, je crois, Ouais. au Japon. Mais Ouais. la plupart du temps, il y a beaucoup de mangas qui révèlent peu d'histoire dans les shoujo. Mhm. Il y a aussi beaucoup de mangas en un tome qui sont peu intéressants. Mais il y a aussi des mangas français qui sont sortis entre deux. Par exemple, si je prends l'exemple du Rire jaune avec Kiri. Oui.
qui est sorti, donc avec le tome 2 qui vient. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il a failli être choisi, mais il a pas été pris. On pouvait pas le prendre, même si moi j'aurais bien aimé. D'accord. Ouais. Et c'est vraiment dans ce style-là. Il y a vraiment toutes sortes de mangas. C'est pas vraiment que les mangas japonais. Il y a vraiment de tout. D'accord. Et c'est pour ça que c'est vraiment pas mal. Le manga. Merci. D'accord. Merci. Hugo qui arrive. Ok, non, pas de pause, mais oui, on va accueillir autour de la table Hugo Crével qui est rentré très discrètement, ça se trouve vous l'entendrez même pas sur l'enregistrement. Il est rentré avec des pattes de velours. Bon, du coup, ça fait que j'ai pas besoin d'aller lui ouvrir, tant mieux. Bon bah parfait. Merci beaucoup Kila. Donc juste que t'allumes ton micro. Hugo. Voilà. C'est allumé. Bonjour Hugo Crével. Bien le bonjour. T'es content d'être là? Et première chronique d'Amaury aujourd'hui. Bonjour Amaury. Bonjour. De quoi tu vas nous parler? D'histoire et de politique. D'histoire Et de politique. On avait déjà eu de Hugo, c'est ça? D'un autre Hugo, Non, de politique. Mathieu. Ah, de Mathieu, pardon. La Ah oui, politique. ok. Il nous avait fait un peu un tour d'horizon de la politique actuelle. Oui, c'est ça. Et Amaury Oui, il remonte dans le passé pour nous parler de... D'accord. Je vais parler de la révolution russe parce que justement par rapport à Mathieu, je voulais pas faire de doublon et du coup je me suis dit remontons un peu dans le passé parce que pour moi c'est aussi ce qui est le plus intéressant parce qu'aujourd'hui les politiques aériennes Monsieur Macron, Monsieur Sarkozy, ça va 5 minutes quoi. Moi je trouve pas ça très passionnant avec tout le respect que je dois à Mathieu. Donc Voilà. Ces temps-ci, avec le centenaire de la Révolution russe, on voit pas mal de choses, notamment à la télé, mais aussi à la radio, des livres, des documentaires qui sortent sur cette révolution. Mais tout ça, c'est pas toujours pour la révolution, pour dire le moins. Donc, qu'est-ce qu'en pensent ceux qui s'en revendiquent, et dont moi? Déjà, la Révolution russe, c'est quand, c'est quoi, c'est où? Donc, c'est une série d'événements qui se sont déroulés dans l'Empire russe, donc c'est-à-dire à la fois la Russie actuelle, mais aussi la Finlande, l'Ukraine et tout un tas d'autres pays comme ça. Et donc ce sont des événements qui ont commencé le 23 février 1917 avec d'immenses manifestations à Petrograd, donc la capitale qui aujourd'hui s'appelle Saint-Pétersbourg. Donc très rapidement le mouvement il s'étend et dès le 2 mars, c'est-à-dire 8 jours après, le tsar est contraint à abdiquer. Donc ça c'est l'épisode qu'on appelle la révolution de février. Donc juste un petit point sur les dates. Les Russes utilisent le calendrier julien. Du coup, ça veut dire qu'il faut rajouter 15 jours pour arriver au calendrier grégorien, c'est-à-dire celui qu'on utilise. Il utilise toujours le calendrier julien ou pas? C'est une bonne question. Je crois bien qu'il l'utilise encore. Ça encore. paraîtrait hyper surprenant. Enfin, moi, ça me surprendrait trop. Ce serait pas très pratique. Ouais. C'est pas très pratique. C'est assez galère. C'est vraiment se refermer de manière communautaire, quoi. Ouais. Ouais, mais la mondialisation. il y a d'autres calendriers que le calendrier Par grégorien contre, qui il y a sont des gens qui utilisés. peuvent quand même l'utiliser dans un cadre. Il me semble que c'est le calendrier musulman, Oui. ou je sais pas si je me trompe. Ouais, qui Soit commence. On est en 1400, je sais plus 600, combien. je sais plus. Qui commence quand, quoi? Non, je veux dire, on est en 1400 Ouais. quelque chose Ouais, c'est sur le ça, calendrier ouais. musulman. Il commence à 1300 quelque l'annonciation chose. pour Mahomet. Ouais, c'est ça. Bref. Donc, après cette révolution de février, il y a tout un tas de rebondissements que je vais pas aborder tout de suite, mais au bout desquels les bolcheviks prennent le pouvoir le 25 octobre 1917. Donc après cette prise de pouvoir, il y a toute une période de guerre civile qui va s'ouvrir, qui va durer jusqu'en 1921. Donc cette prise de pouvoir par les bolcheviks, elle est souvent considérée comme un coup d'État, mais moi je suis pas d'accord. Et pourquoi c'est une chronique à la fois politique et historique? Parce que je vais essayer de prouver avec des éléments historiques que c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé. Donc les bolcheviks en 1917, c'est un tout petit parti. Mais avec des militants très expérimentés et qui combattent le tsarisme depuis des dizaines d'années, mais qui en février du coup est minoritaire. Mais durant toute la révolution, donc entre février et octobre, les ouvriers, les soldats et les paysans, ils font de la politique dans les soviets, c'est-à-dire des assemblées populaires qui se sont constituées dès février et qui sont à la fois législatives et exécutives, c'est-à-dire que elles écrivent les lois et elles les appliquent. Donc dans ces assemblées, les élus ils sont contrôlés et ils sont immédiatement révocables. Ce qui fait que du jour au lendemain, elles peuvent refléter les changements d'opinion. Donc tout le long de l'année 1917, dans ces soviets, il y aura des débats et des discussions, et ce sera une école politique absolument incroyable pour des millions de personnes. Donc au départ, dans ces soviets, ce sont les socialistes les plus modérés qui sont majoritaires. Mais après tout un tas de trahisons de ces partis qui soutiennent le gouvernement, les masses, à la fois ouvrières, paysannes et soldates, se tournent vers les bolcheviks, qui eux leur disent la vérité depuis le début et se sont pas compromis avec le gouvernement. Donc quand celui-ci est renversé, plus personne en fait ne croit en lui et personne ne le défend. Et la prise de pouvoir par les soviets
qui sont alors dirigés par les bolcheviks, se fait en fait sans violence. Donc il faut noter que les bolcheviks, dès la prise de pouvoir des soviets, ont proposé aux partis socialistes de former des coalitions et que ils vont être à la tête d'une coalition jusqu'en mars 1918. Donc présenter le coup d'État, le coup d'État, lapsus révélateur, l'insurrection d'octobre comme une prise de pouvoir du parti bolchevique, c'est distordre la réalité. Donc la révolution russe, c'est un épisode très très dense, et là j'en ai juste couvert une toute petite partie et de manière très lacunaire, mais il est très intéressant à étudier et il est très important à comprendre parce que encore aujourd'hui en Russie, il y a les retombées de cette révolution avec les oligarques. Enfin, ça c'est encore un autre débat. D'accord. Et non mais événement historique d'autant plus important qu'il y a un fameux livre, il me semble, qui s'appelle les 10 dates qui changèrent le monde. Il me semble qu'une de ces 10 dates, c'est la révolution d'octobre 1917. Parce que c'est vrai qu'en partant de là, et il me semble qu'il y a aussi la révolution française de 1789, c'est deux des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité et qui sont vraiment d'un point de vue politique hyper intéressantes. Et à partir du moment où t'as la révolution de 1917, t'as tout le XXe siècle qui est marqué et par le communisme. Par le communisme, mais qui du coup, ça va avoir des répercussions dans tout. Dans la Seconde Guerre mondiale, ça a des répercussions énormes sur comment vont se placer les acteurs, s'ils sont contre ou s'ils coopèrent avec le communisme. Après, on va avoir 40 ans de guerre froide et c'est fascinant. Mais il résume pas 10 dates comme si c'était 10 dates importantes de l'histoire, mais c'est pas les plus importantes. Parce que résumer en 10 dates l'histoire, ce serait... Le livre que je n'ai pas lu, hein, c'est nul, mais le livre se proclame comme étant les 10 dates les plus importantes de l'histoire. Et en soi, mettre la révolution de 1917 dedans, c'est pas insensé pour moi. Genre mais qu'est-ce qui justifierait qu'on mette celle-là et pas une autre? Bah par exemple, pour se poser la question, pourquoi il y aurait éventuellement 1917 et pas 1789? Et disons que 1917 c'est c'est vraiment une nouvelle idéologie qui naît et qui s'implante pas seulement à une échelle nationale comme ça s'est passé en 1789, même s'il y a eu ça s'est répandu après, mais une idéologie qui naît, qui s'implante dans toute une partie du monde, dans presque la moitié du monde, quoi, et qui du coup va ouvrir la porte à tous les conflits, toutes les réflexions, je sais pas, c'est peut-être un peu secondaire, mais moi j'ai tendance à dire que s'il y avait pas eu cet extrême communiste, soviétique, bolchevique ou quoi que ce soit, les idéaux républicains, socialistes n'auraient jamais pu s'implanter dans aucun pays, quoi. C'est-à-dire que même où tu regardes en Amérique latine, quoi, le socialisme n'aurait jamais pu se répandre s'il n'y avait pas eu l'appui des pays socialistes. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a quand même une différence quand t'es au début du XXe siècle et quand t'es à la fin du XVIIIe. Là, t'as pas les mêmes moyens de communication et d'influence des pays. C'est vrai. Donc bon, là, on pourra en discuter pendant longtemps. Émilie, prends la parole. Amaury, tu disais au début que tu te revendiques de la révolution russe, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que ça ramène à beaucoup de choses, cette révolution russe. Donc, si tu veux... notamment à beaucoup de drames derrière. C'est pour ça que ça me fait tiquer un petit peu. La révolution russe, on en a l'image après, avec tout ce qu'on sait du stalinisme, avec tout ce qu'on sait de l'URSS. Bien sûr, dit comme ça, je me revendique de la révolution russe lancée comme ça. Oui, le but c'était aussi de provoquer un petit peu la question, c'est que cette révolution, tu vois, on peut faire de la géopolitique fiction, on peut réinventer le XXe siècle, bien sûr. Mais moi, je pense ce qui est fondamental, c'est que dans cette révolution, c'est les gens qui ont fait de la politique, quoi. C'est des millions. À l'époque, c'était 160 millions de personnes, l'Empire russe. C'est 100 millions de personnes qui ont commencé à faire de la politique, qui ont commencé à prendre en main les choses. Cette éducation de masse spontanée, quoi. C'est très impressionnant, je trouve. Moi, je pense que c'est une expérience absolument incroyable dans l'histoire de l'humanité et que ça ait jamais été refait. Et pourquoi je m'en revendique? Parce que je pense que c'est ça le chemin. C'est ça une politique qui aujourd'hui pourrait vraiment amener quelque part sur le long terme, quoi. Parce que la vérité, c'est que voilà, on parle géopolitique, on parle URSS, à la base de tout ça, il y a quand même une mobilisation massive de tout un peuple. Et à
après cette mobilisation massive, ça a été une vague qui s'est répandue partout sur la Terre. Il y a des partis communistes qui ont émergé partout, qui ont émergé jusque dans les campagnes chinoises, qui à l'époque étaient reculées d'une manière absolument incroyable. Enfin, c'est vraiment un événement, une lame de fond populaire. Et moi, c'est ça que je retiens de cette révolution. Après, oui, il y a eu des dérives, bien sûr qu'il y a eu des dérives. Et du coup, ouais, je voulais rebondir aussi là-dessus. Et moi, je pense, je comprends totalement qu'on puisse se revendiquer de la révolution russe, même si moi, c'est pas un truc que je vais faire spontanément. Mais puisque Émilie, tu parlais du fait que ça avait mené à beaucoup de drames par la suite. Étant donné que là, depuis le début, on fait des parallèles avec la Révolution française 1789. Après la Révolution française, on se tape quand même 5 ans de terreur, et après un directoire de gens corrompus, et après un empire qui va faire couler énormément de sang. Donc au final, on se retrouve avec une vingtaine d'années de massacres, de pillages de tous les pays européens. Donc, et aujourd'hui, qui ne se recommande pas de la Révolution française, entre guillemets. Oui, Donc, oui, d'accord. Je veux un exemple. T'as raison de le mettre sous ce point de vue-là. Oui, je suis d'accord, mais regarde le résultat de ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord, qui est un pays qui à la base est communiste, qui est devenu quand même une dictature et qui se revendique aussi, je pense, de la révolution russe. À partir de là, Si tu veux, oui, il y a, comme tout, il y a beaucoup de lectures qu'on peut en faire. Hein. Je suppose que Fillon se revendique de la Révolution française. Est-ce que Robespierre l'aurait approuvé? Je sais pas, tu vois. Non, moi ce que je pense, c'est que les régimes de Corée du Nord, mais aussi le régime de l'URSS à partir de 25, à partir de 30, ils sont très différents. Déjà, ils sont très différents par leur nature, parce que l'URSS, c'était quand même un État ouvrier à la base, né d'une révolution populaire, paysanne, mais aussi et surtout ouvrière, alors que la Corée du Nord, la Chine, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Déjà, il y a une différence de nature à la base. Et ensuite, ok, l'URSS, elle s'est corrompue, mais pendant une dizaine d'années, peut-être moins, plutôt 5 ans, enfin, c'était quelque chose d'énorme, quoi. Les gens ont commencé à s'alphabétiser, t'avais des adultes qui ont jamais appris à lire, qui sont allés dans des écoles, qui ont commencé à lire, qui ont commencé à faire de la politique. Enfin, moi, j'essaie de voir quand même toute cette lame de fond qui a pas duré, certes. Et il faut se poser la question de pourquoi ça a pas duré, mais il faut quand même voir cet aspect positif, cet aspect enthousiasmant, et qui a jamais été égalé. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. En 150 ans de République, la France, elle a pas alphabétisé sa population aussi vite que la Russie en 10 ans. C'est aussi ça, hein. Il y a tout un côté comme ça, gouvernement du peuple, amélioration des conditions de vie. C'est incroyable. C'est vraiment un événement incroyable. Même en dehors de tout ce qui est considération géopolitique, en termes humains, c'est énorme. Et sur cette histoire de Corée du Nord, je voulais juste aussi apporter une nuance qui est possible, et vous allez me contredire, mais la Corée du Nord n'est vraiment pas née dans les mêmes circonstances que l'URSS. Là où l'URSS, on va avoir un soulèvement des masses, c'est effectivement un rêve que moi je trouve assez magnifique. La Corée du Nord, on est déjà dans la guerre froide, et on est dans un conflit avec la Corée du Sud. La Corée du Sud qui est soutenue par les Américains, ce qui du coup amène à un conflit avec des bains de sang énormes, et la violence entraîne la violence, la guerre entraîne la guerre, et ce qui ressort de tout ça une Corée du Nord qui est soutenue par Mao, et qui s'isole complètement du monde, et qui devient le modèle du système totalitaire d'aujourd'hui, quoi. Mais par contre, à côté de moi, je vois Hugo qui a tiqué, qui va pas faire semblant de pas avoir tiqué sur un truc. Bah moi en fait depuis tout à l'heure ce que je me dis, c'est que on parle du fait de remettre en question le côté positif comme négatif de la révolution russe. T'as fait la même chose avec la révolution française, et c'est intéressant parce que en fait je pense que c'est parce que on amène de la politique dans l'histoire. Pour moi, l'histoire, c'est pas ça. Et l'histoire, c'est pas quelque chose dont on est fier, dont on se revendique, dont on a honte même. Mais c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on critique. On sait d'où on vient pour mieux savoir vers où on va. Et en fait, la révolution russe, tu peux la démonter vraiment avec plein d'aspects négatifs qui vont arriver par la suite, comme tu peux l'encenser. Mais ça dépend de bord politique. Et tu utilises un peu l'outil comme un histoire dans ce cas-là. L'outil comme une histoire. L'histoire comme un outil, d'accord. Comme par exemple, je prends un exemple récent. Fidel Castro, il y en a qui disent oui, c'était génial, il a amené un système social super à Cuba, ils ont
un des meilleurs systèmes de santé au monde, ça marche vraiment bien, et d'autres à C'est côté ça. qui disent Mm. oui mais non mais c'était un dictateur, il était de gauche et il amenait des gens fusillés, toute opposition était réprimée. Bah oui, en fait Castro c'était pas un mec bon ou mauvais, c'était Castro quoi en Mm, fait. c'est ça. Et après Ouais. tu peux Mm. de ton bord politique, t'as un peu de droite et gauche qui s'opposent. Là c'est la même chose. Je sais pas de quel bord politique tu te revendiques. Est-ce que t'en as un? Je suis communiste. Ouais, voilà. Donc tout de suite, à côté, on pourrait avoir un mec qui se C'est ça, revendique ouais. à fond de droite, et ben il va la démonter la révolution russe. Donc pour moi, je Mhm. pense que je suis d'accord pour qu'on remette en lumière et qu'on revienne à l'objectivité. Sauf que toi, en fait, tu vas trop loin. C'est-à-dire que tu ramènes un peu l'objectivité sur la révolution D'accord. russe, puis hop, ah bah non, c'est super bien du coup. C'est pas juste quelque chose de mauvais. Et D'accord. tu peux tout à fait penser ça, ton avis personnel. C'est là où il y a l'aspect politique. Mm. Mais ça va plus loin que l'histoire dans ce cas-là, je pense. Non, si tu veux, moi, enfin, Vas-y. je suis d'accord avec toi dans le sens où j'essaye pas d'encenser la révolution russe pour l'encenser, tu vois. C'est pas gratuit en fait. Ah non, c'est parce Si que tu veux, au contraire, je- ça va avec tes idées, donc ça porte tes valeurs. J'utilise, Du coup, non tu mais sors du cadre de l'histoire. Et c'est- c'est ce que tu dis en mélangeant politique et c'est histoire. c'est même pas une question de uniquement porter les valeurs, tu vois. C'est ouais, j'utilise l'histoire comme un outil, mais au final j'utilise pourquoi. Bon, c'est des valeurs, c'est tu vois la révolution russe, on pourrait dire que c'est un rêve, c'est quelque chose de beau. Mais plus que Bah, ça, pour toi, tu vois. c'est Ouais, plus ouais. que Il y en a plein qui seraient plus pas que d'accord. ça, tu peux non mais je dis que tu peux dire ça, mais Ah oui. ce que je veux dire c'est que plus que ça, c'est une expérience qui a eu des bons côtés, des mauvais côtés. Ah oui. Et j'essaye pas de non, t'as raison, tu vois. Faut pas essayer de gommer les mauvais côtés ou même les bons côtés. Faut essayer de voir le truc comme il a été et de dire bon, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Moi je Ouais, vois que voilà. c'est une insurrection populaire avec tout son lot de violence, tout son lot de meurtre, tout son lot de sang, mais une insurrection populaire où les gens ont fait de la politique. Et moi c'est de ce côté-là que je me revendique, du côté enthousiasme des masses qui font de la politique. Ah bah ouais, mais déjà, tu vois, tu le dis toi-même, ça veut dire que t'occultes une partie qui t'avantage. Parce que si tu prenais quelqu'un, par exemple, qui aurait un discours de droite, il serait là, mais non, mais ils ont fait de la politique, mais la politique, on peut la faire autrement. Et il retiendrait que le côté massacre. Donc en soi, toi, t'explicites l'histoire, puis ensuite, tu donnes ton discours derrière. Donc en soi, tu fais pas quelque chose de mal. Mais pour dire que ce soit clair, quoi. Mais juste Bien sûr. Hugo, pardon, excuse-moi. Ouais. Et après, on va peut-être Je crois que je conclure, vois la question que tu veux poser. Vas-y. Bah, peut-être que c'est la même. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de bloquer le débat en disant voilà, l'histoire, faut pas l'utiliser comme un outil. Ah non, c'est pas le but. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est hyper intéressant, par exemple, de prendre la révolution russe et de la dire telle qu'elle était, et ensuite après, par exemple, d'avoir un débat politique dessus, quoi. Juste pas faire les deux en même temps, et tu peux totalement débattre sur l'histoire et après te dire, bon, est-ce que par exemple, tiens, un truc qui est revenu il y a pas longtemps, est-ce que la guerre d'Algérie c'était un crime contre l'humanité? Et alors, d'abord, t'expliques c'est quoi la guerre d'Algérie pour de vrai, sans idée, de manière objective, De ensuite, manière, tu débats, ouais. et tu dis, ah, qu'est-ce que t'en Mm. penses? Je suis d'accord avec toi dans Pas faire les l'absolu. deux en même temps en fait, c'est pour ça, et c'est juste que dans ton discours, c'est les questions qui sont soulevées après, c'était juste une légère ambiguïté, comme tu peux encenser la Révolution française ou la descendre, mais d'abord poser les choses et ensuite après mais tu vois, tu le dis toi-même en fait, c'est que t'occultais la partie entre guillemets négative, alors que tu peux peut-être le voir de manière plus objective. Si tu veux, je suis d'accord avec toi dans l'absolu, hein, mais c'est d'accord. C'est juste que voilà, la chronique, j'ai essayé de la faire courte et expliquer la révolution russe Ouais. une dizaine d'heures au moins, au bas mot, tu vois. Et petite question, est-ce que t'as, enfin, c'est peut-être à part, mais t'as des origines particulières ou pas? Qui revendiqueraient, Non mais oui, ça non se mais pose. parce que t'as l'air de porter le sujet à cœur et je me... Non Bah mon père est cégétiste et ma mère est de gauche. D'accord. Voilà, origines. c'est ça mes origines. Mais du coup, moi, j'aimerais terminer en disant C'est de peut-être gauche. une chose, parce qu'effectivement, on a fait beaucoup de politique dans l'histoire, ce qui peut potentiellement être risqué, mais par contre, il y a un truc qui est pas forcément risqué et qui, au contraire, est peut-être sain, c'est de faire, enfin, peut-être que c'est mauvais, mais c'est de faire du mythe dans l'histoire. Et moi, sur la révolution de l'Octobre Rouge, quoi qu'il arrive, dans ses bons et des mauvais côtés, moi, ce que je ressens en pensant à ça, c'est surtout que c'est une vague d'idéaux transcendants, socialistes, humanistes, que tu veux, qui se sont heurtés au fer de la réalité, quoi. Et c'est l'histoire avant tout d'un rêve brisé, quoi. Et il y a rien de plus douloureux qu'un rêve brisé, et surtout dans l'histoire, quoi. Ah, dans ce cas-là, le nazisme c'est un peu un rêve brisé, tu vois. C'est même en fait, c'est l'idée de Ah, faire c'est- non, c'est- tu dis toi-même de faire de l'histoire un mythe, mais du coup bah c'est plus de l'histoire. Mais Ça le marche pas, nazisme ouais. n'a pas été soulevé par le peuple. Quand bien même Hitler est arrivé au pouvoir, le Non, mais nazisme a été c'était un soulevé. peu extrême comme comparaison. Ouais, en fait, ouais, dans mais ça, Hitler. c'est Non mais pour ça. dire que tu le dis que nazisme c'est est arrivé par il y la a plein de gens fin. qui seraient et- pas d'accord parce qu'il y a des gens qui pensent que déjà dans la base juste le communisme ça marche pas. Donc il y en a qui diraient que c'était déjà un soulèvement peut-être naïf qui allait nulle part. Moi c'est Mais pas forcément mon peut-être point de vue. naïf. C'est pour dire Mais peut-être qu'il était naïf, mais il faut pas non plus prendre
ramener le truc à soi, quoi. Ouais. Bon, c'était une opinion personnelle, c'est comme ça que je le mais ressens. après, par contre, ça se sentait que c'était ton opinion, comme pour Amaury. Ouais. Donc je dis pas ça pour c'était hyper intéressant ce que vous avez dit. Au D'accord. contraire. Bon bah je pense qu'on va conclure là-dessus. Faut prendre un moment quand même pour accueillir 3 nouveaux arrivants qui sont incrustés dans le studio. ce vaste sujet qui, enfin, personnellement, me dépassait, mais... Donc Alors. on a Paul Lou. Paul Lou, 2 élèves de Malherbe, Paul Lou, Ah oui, qui est au passage le guitariste de Cold Fever. petite pub. T'as bien raison. Ah, C'est et un Paul Lou nous fera peut-être des chroniques sur la musique, c'est parfait ça. C'est une super initiative de ta part, Paul Lou. Mais va carrément, falloir- mais Paul Lou, on peut faire une chronique ensemble. Va falloir vous trouver un truc micro sujet. quand même pour vous. On accueille aussi Sophie Laporte que vous avez entendu au début de l'année, elle était là pour clasher Il y a Samuel. longtemps, oui, c'est Là, vrai. il y a pas Samuel, donc il y a pas de souci. et oui, c'est vrai, t'es revenu. Et un nouveau, qui est un peu timide, je le sens, qui est un élève. Il y a quelques difficultés scolaires. Donc, je vous invite à accueillir Christopher Blistel, qui est un ami à nous. Ah, pardon. Ok, on invite Chris, voilà, Chris. Excusez-moi. Bon, bah, et je pense qu'on va passer, une fois qu'on aura installé un peu les micros, à la chronique suivante, qui sera la chronique jeux vidéo. Ah oui. On va passer dans un instant à la chronique d'Hugo. Juste avant que tu commences, Hugo, on a très peu de temps, donc on va se dépêcher. Faut que je laisse la parole à Émilie qui va expliquer ce qu'elle souhaite pour cette radio. Donc, en fait, mon projet, ce serait de monter un débat sur le respect d'autrui et de soi-même. Donc, je lance cette idée après vous avoir entendu tous parler dans les couloirs. Si vous êtes intéressés, vous venez me voir à la vie scolaire les jeudis et les vendredis. Le débat aura lieu courant janvier. Donc, si vous avez d'autres idées aussi, du théâtre forum ou etc., enfin, peu importe, j'accepte toutes les idées, au contraire. Donc, venez me voir le jeudi et le vendredi à la vie scolaire. Voilà. Est-ce que c'est ouvert aux élèves externes à Charles de Gaulle? Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, ça reste... Mais cependant, ça peut être quand même une très bonne idée. Et à voir, pourquoi pas à voir. Je verrai ça, mais ça peut être une très bonne idée. Merci d'avoir suggéré. Parce que c'est ça qui est important, c'est quand même d'avoir les visions des différents lycées aussi, hein, parce que ça peut être une vision différente. Enfin, Et c'est ce que je me suis répété, mais... C'était au lycée Malherbe, c'est ça. Au lycée Malherbe, vous avez déjà eu des actions comme ça ou... Probablement. probablement. Mais en tout suis pas cas, très au courant. à Victor Hugo, on a eu des reproches justement sur le respect en disant qu'on n'était pas assez respectueux. Bref, bon, ça peut être... Après, moi, quand j'entends respect, c'est vraiment entre vous. Hein. C'est ce que je sais que le respect vis-à-vis des adultes, il n'y a aucun souci. Peut-être parfois même un peu du coup surfait. Mais c'est vraiment le respect entre vous qui, voilà, c'est à ce niveau-là. Mais en tout cas, merci pour ta suggestion de voir avec les autres lycées. Effectivement, ça peut être une très bonne idée. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Parfait, c'était efficace. Et maintenant, on va parler de jeux vidéo. Hugo Adam, je te laisse. Oula, tu t'es en galère, tu cherches ta chronique, non? Ah non. Ah ok, d'accord, bah Hugo Adam. Modernisé, il a un portable. Ah oui, parce que les feuilles quand sont là. Ah bah j'aurais bien voulu, mais je l'avais pas terminé ce matin. Donc... D'accord. Ah oui, c'est une chronique à moitié improvisée, c'est les meilleurs. C'est bien. Eh bien, pour cette 7e chronique jeux vidéo, on repart sur du Mario, mais cette fois, on va replonger en arrière pour revoir un peu les bases. Alors préparez-vous, on replonge en 2007. 2007, la Wii est sortie depuis 1 an et c'est un énorme succès. Malgré qu'elle soit relativement jeune par rapport aux concurrentes, elle tient la route et dépasse même les ventes des autres consoles. Le Zelda était déjà sorti au lancement et maintenant on n'attend plus que le prochain Mario 3D au tournant. Et à raison, puisque rappelez-vous, c'est un Mario 3D et le monde vidéoludique attend de pied ferme la digne succession de Super Mario 64 et Super Mario Sunshine. C'est dans ce contexte que sort donc ce Super Mario Galaxy, développé et édité évidemment par Nintendo. Et là, boum, énorme succès, le jeu est acclamé par toutes les critiques, il se vend excellemment bien et le bon lancement de la Wii ne fait qu'encore plus augmenter son succès. Le jeu est immédiatement un classique, l'un des meilleurs jeux de la Wii, et se prend une solide place dans le classement des meilleurs jeux de tous les temps. D'ailleurs, si vous voulez mon avis de joueur nostalgique versé par Nintendo, Mario Galaxy premier du nom est le meilleur jeu de tous les temps. Ah ouais. Ah oui. Ce Mario-ci nous envoie donc dans l'espace, puisque Bowser, non content de simplement enlever la princesse Peach, décide que de régner sur le monde c'est trop mainstream et aspire donc à devenir empereur de la galaxie. Vous vous envolerez donc dans l'espace pour récupérer votre bien-aimé et arrêter le vilain Bowser.
Pour atteindre votre but, vous devrez vous rendre de planète en planète afin de improvisé, récupérer des étoiles de puissance et ainsi d'aller de plus en plus loin dans la galaxie. Si le scénario n'est pas vraiment la raison pour laquelle vous allez passer plusieurs dizaines d'heures à trimballer Mario de galaxie en galaxie... Comme dans tout Mario. Quoi ? Comme dans tout Mario. Oui. Quoique ça se discute encore. Ouais. Le gameplay, lui, est une raison solide. Toutes les nouvelles mécaniques se basent sur un système de gravité et vous allez passer autant de temps la tête en bas à chercher des passages que la tête à l'endroit pour poutrer des boss. Ce système de gravité est particulièrement réussi et fun. La physique a été modifiée pour s'accorder avec le gameplay. Les énigmes sont bien pensées et là où une mauvaise caméra aurait été désastreuse, elle est ici gérée à la perfection, permettant aux joueurs de contrôler Mario avec une aise déstabilisante. Chaque nouvelle galaxie a sa propre idée de level design qui permet de ne jamais avoir l'impression de faire la même chose. La richesse de ce jeu a été sa plus grande qualité et évidemment ça a été un facteur décisif. Une suite a donc été obligatoire et l'équipe s'est presque immédiatement penchée sur une suite, qui sortira 3 ans plus tard, en 2010 donc, sombrement appelée Super Mario Galaxy 2. Et il est très bon. Il est tout à fait comparable à son grand frère à un détail près, mais un détail tellement important, tellement décisif pour la série, que j'ai fait exprès de l'omettre jusqu'à maintenant, et qui faisait, selon moi, l'excellence du premier Super Mario Galaxy, et c'est son ambiance. Et c'est là que je pars en roue libre pour vous parler de l'ambiance de Super Mario Galaxy. J'attendais l'improvisation. Parce que c'est quelque chose qui, personnellement, me tient à cœur. Mario Galaxy est un Mario qui était très bon, très jouable, mais en soi, c'était un Mario, quoi. C'était pas ouf. Mais le fait est que ce Mario a une ambiance, il te plonge dedans comme jamais aucun autre jeu l'a fait avant. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as joué, Edgar? Ouais, j'ai joué. Non, mais je viens juste de me rendre compte, je suis désolé, mais j'y ai joué pas. Quelqu'un d'autre y a joué ou? C'est là, t'es parti en roue libre, j'ai tout de suite compris. Ouais. Ah oui. Ah non, vas-y. Bah, pourquoi tu le fais la main? Moi, j'y ai joué. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est en fait, si vous voulez, ce Mario est dans l'espace, donc, bon, vous l'avez compris maintenant, mais tout dans l'atmosphère est étrange au point qu'on n'a pas l'impression de jouer à un Mario, en fait. Genre, ça peut paraître con, mais dans ce Mario, le ciel est noir, parce qu'on est dans l'espace. Mais dans un Mario, le ciel, il est bleu, il est chatoyant et tout. Ciel, ouais. Et jamais dans un Mario, on a expérimenté des musiques faites complètement au synthé et minimalistes à fond. On n'a jamais vu des personnages pleurer. Ça peut paraître con, mais jamais un Mario ne pleure. Alors que là, oui, c'est... Sophie, elle a été choquée. Ça pleure dans Mario. Et ça, cette atmosphère qui réellement fait que ce jeu va te marquer, pas à vie, parce que ça reste un jeu, et puis voilà, mais va rester une expérience très très marquante qui va profondément changer la façon dont on va avoir une ambiance de jeu vidéo après. Et c'est là où Mario Galaxy 2 pêche à fond. L'ambiance de Mario Galaxy 2, c'est une ambiance de Mario. Ouais. C'est pas une ambiance de Mario Galaxy. Il suffit de jeter jeter un œil, mais non, mais d'écouter 2 secondes les OST de Mario Galaxy premier nom et après passer à Mario Galaxy 2 pour voir qu'on passe complètement à côté. Il y a quelque chose qui a pas raté parce que c'est très bon, mais on perd toute une ambiance, tout un charme, on va dire, qui était tellement poignant, oui, tellement important pour la série. Et ça se voit pas que dans les musiques. Je veux dire, le personnage phare de Super Mario Galaxy, c'est Harmony, une femme dont on sait rien, qui flotte, qui a les yeux la moitié du temps les yeux complètement fermés et qui est ultra mystérieuse. On n'y connaît rien. C'est le Mario de la défense. Dans le 2, c'est Luba, c'est une grosse étoile violette qui fait des petits jeux de mots et qui dit moussaillon. Merde, quoi, je veux dire... J'aurais une question d'ailleurs. Moi, j'ai pas joué à Galaxy. Sauf si tu veux terminer avant. Bah non, vas-y. Est-ce que, par hasard, le Mario Galaxy, c'est pas le Mario de l'adolescence? Juste comme ça. Oh non. De l'adolescence? Non, je suis pas d'accord. Genre tous les Mario en 2D, Mario 64 et tout, on est vraiment dans quelque chose d'enfantin, mais non, Mario 64 non. Bah non, c'est le premier 3D. Ouais, mais même 3D, mais il avait encore un peu cette cordeur. Et Galaxy, c'est le premier vraiment
En plus, c'est la première fois qu'on a des textures aussi belles et tout dans un Mario. C'est l'évolution. Pour 2007, il y a même pas. Ouais, mais en fait, C'est Mario hyper hard avant, qui sont connus pour le plus dur, je crois, c'est le 3, mais il est vraiment très 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 dur, quoi. The Lost Level. Mais la difficulté, c'est quelque chose Les aussi 3 fois d'enfantin, en très fait. dur. Quand t'es jeune, t'es moins bon, mais tu t'acharnes sur les jeux jusqu'à Ouais, les griller, donc. Mais je sais pas si, parce que si c'était celui d'adolescence, le Odyssey et Mario Galaxy 2, bah ce serait les adultes. Et Mais ça oui. marche pas, du coup. Mais justement, mais c'est les je adultes comprends chiants pas, qui sont désabusés. Mais ce Mario Galaxy, il peut marcher que tu sois adulte, enfant ou enfin tout petit quoi, tu vois. Il est hyper long. Il y en a qui sont impossibles. Il y a encore des niveaux que j'ai jamais réussi à Mais je pense finir pas d'ailleurs. forcément au niveau des joueurs. Moi aussi. Je pense pas Mais- forcément au niveau des joueurs, mais Ah plus bon. vraiment au niveau de Oui. de l'esprit du jeu en lui-même, de sa Mais- maturation. Mais Mario Galaxy ou Mario en général parce que Mario en général, tu vois, genre vraiment pour moi il y a les 2D et après avec le 64 et tout qui sont encore l'enfant. Mais en fait c'est lié à mon âge tout Mais si simplement. Hein. mais si c'est pas au niveau c'est Galaxy, il est sorti quand j'avais 7 ans donc. Mais si c'est pas au niveau du joueur là dans ce cas-là. Bah je sais pas, c'est. C'est au niveau de l'ambiance retranscrite. Pour lui, ça forme un peu les différentes étapes de la vie. Au Ouais. niveau de l'évolution du jeu. Ah Je ouais. sais pas, quand on arrive au Mario sur Wii U, pour moi, on est vraiment passé dans l'âge adulte où tu joues aux jeux vidéo avec un Ah oui. certain recul, mais Ah ouais, d'accord. Bah non, parce que oui, moi d'accord en ce sens, mais tu peux quand même bien sûr. revoir tous les Mario, te les faire à l'âge adulte comme tu les as fait Bah oui. étant tout petit, et tu dois Ça autant reste t'éclater. incroyable. Mais je suis d'accord qu'à l'adolescence, ça peut du coup être en mode bon, ça m'éclate plus. Le Quoi. ciel est noir. Ça m'éclate plus, ça m'éclate plus comme avant. Il y a des gens qui pleurent. Avec Harmony. D'ailleurs, on retrouve Harmony dans Smash Bros, non? Oui. Elle est forte ou pas? Harmony et Lula. Elle est forte ou pas? Elle est insupportable. Ah bah, elle est un peu comme dans le jeu. Jules, il m'a défoncé avec. C'est insupportable. Bon, Hugo. Bah, quelque écoute, chose à ajouter? Ouais, je vais. Du coup, si un jour, et je vous le souhaite réellement, vous touchez un jour où vous recommencez Super Mario Galaxy, mettez-y vous à fond pour de vrai. Ne faites pas juste en mode ah là, Ouais, là je je vais vais en jouer faire à un petit Mario. Ah d'accord, oui, dans voilà. le sens où tu t'enfonces vraiment dans l'univers en fait, de Mario Galaxy. Moi, j'y ai joué quand j'étais vraiment tout petit. C'était mon premier jeu Ouais. Wii, donc évidemment. Quand non, j'avais 6 ans. Il avait 6 ans, c'est un moi, 2001. j'étais un an de moins. Donc, quand moi j'étais dedans forcément parce que j'étais un enfant. Oui. Et du coup, quand j'y rejoue aujourd'hui, bah je me replonge dedans nostalgie quoi. Mais c'est ça qui est plus difficile pour les adultes quand ils retrouvent un jeu, c'est de se dire comme tu fais, c'est de pas réussir à se mettre complètement dans Bah, la bulle. C'est pas Après ça dépend. forcément vrai Ça dépend, parce ouais, que t'as raison. même un jeu très enfantin, tu peux te plonger dedans à fond. Faut juste pas qu'il y ait ce genre de petits trucs qui te fassent sortir de l'expérience. Ouais. Je veux dire, le pimpin, Ce coup. pimpin, quand t'as une vie, enfin, quand t'es quasiment Ah mort, oui, ça te relève de Mais l'expérience ça parce c'est que dans ça n'importe quel t'énerve. jeu, c'est insupportable. Si tu restes en pleine vie tout du long, ça va pas te sortir et tu vas être complètement dedans et c'est là où la magie va vraiment prendre forme. Ce Bah, tu bruitage. peux être au fait bord jeu, de faut la être bon. mort, c'est peut être un souvenir de quand t'étais petit que tu stressais. Parce que pour un adulte, il y en Non, a qui parce quittent que- jamais le jeu vidéo, qui Ouais. y jouent toute leur vie. Et moi j'ai déjà vu ça une fois, mais je sais que ça existe. Un adulte qui du coup a totalement lâché le jeu vidéo et qui retombe dessus et qui joue Qui dessus s'éclate, comme quand ouais. il était gosse quoi. C'est Il, pas oh du ma bon. GameCube, je faisais mes cartons et paf, il joue Ouais. à Mario Kart. Et il a ce feeling là, même les feelings stressants, même ce qui l'énervait, il se fait ah ouais non mais ça m'énervait vraiment en fait, c'était nul. Ouais. Ça. Oui, bah, Avec C'est le comme temps, le tout remix devient cube, cool. hein, Démystifie le truc, quoi. le remix cube, il y a des adultes qui retrouvent ça et qui sont trop contents de Il y en a qui s'emmerder le à pas quittent jamais, il y réussir. a des adultes, ça fait 30 ans qu'ils font du Rubik's Cube. Peut-être qu'on retrouvera Benjamin Kedville dans 30 ans. Bon. Bon, c'est à qui là? Bon bah bon. bah écoutez, Non mais sur ce, il nous reste combien de temps? eh ben, il nous reste, allez, entre 8 et 13 minutes. Ok Edgar, chronique en 8 minutes. C'est chaud? On va passer dans un instant à la chronique de Edgar Guitton qui va nous parler de ce qu'il a vu récemment au théâtre de Caen. Mais il va pas vous l'annoncer tout de suite, d'abord un petit jingle. Donc Edgar, qu'est-ce que tu es allé voir au théâtre récemment? Je suis allé voir La Flûte Enchantée. De Mozart? Oui, Oui. exact. Oui. Et donc? Et j'étais pas vraiment enchanté. Oh, tu l'as préparé? C'est pour ça que je suis venu à la radio. J'ai déjà eu pour faire Guette ce ce jeu de mots. matin, il m'a dit la fais pas. Pardon, je l'ai Je fait. t'ai pas demandé toute la journée est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas. Non, parce que je pensais que ça allait être bien nul et que ça allait pas être marrant, voilà. Parce que c'est un peu comme La Flûte Enchantée, finalement. C'est de l'opéra, soit t'aimes ça, soit t'aimes un peu ça.
Mais bon. Non, il y a personne qui aime un peu ça. Mais en fait, la flûte enchantée. Alors, bah, il faut que j'explique un peu comment ça se passe. C'est même pas recontextualisé, c'est futuralisé. Je sais pas si on peut le dire, mais c'est-à-dire que la mise en scène est dans les années 2500. Et en fait, le soleil a brûlé la terre et les humains sont obligés de vivre sous terre. Voilà, donc je sais pas comment on peut appeler ça, une futurisation de la flûte enchantée. Utopisation. Une quoi? Non. Mais ils vivent sous terre, genre il y a une guerre. Ils vivent. Non, c'est que le soleil a brûlé la oui, la c'est terre. post-apocalyptique. C'est ça, oui, post-apocalyptique. C'est ça. Mais il y a pas le verbe de transition d'aller vers quelque chose, quoi. Bah non, ça marche. Non, ça marche parce que j'ai vu ça dans le journal. C'est pas c'est la fin du monde, quoi. C'est la flûte Jean-Pierre enchantée. France le dit. Les pigistes de Ouest France. C'est la flûte enchantée post-apocalyptique. Oui, Donc, Paul. Un peu à la Enki Bilal, je sais pas si tu connais le dessinateur. Au niveau des décors d'ailleurs, et je crois que c'est un peu inspiré de ça. Enki Bilal. Toujours post-apocalyptique, c'est ça? Ouais, carrément. Ok. Enfin, utopie. Ouais, c'est un peu ça, C'était la première intervention de Paul Bois à la radio. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. C'est une chronique en fait. Donc Edgar, pas très enchanté. Bah non, mais en fait, la flûte enchantée, on l'a tout le temps entendu en fait. On a tout le temps entendu l'air de la Reine de la Nuit. Maxime, tu peux me le faire d'ailleurs? Non, je rigole. Je le fais pas. Je me fais engueuler par des profs à cause de ça, moi. Mais on connaît l'air, on connaît la, voilà. On connaît la flûte enchantée. C'est une pub de voiture aussi. Ah bon? Ouais, l'air. Bon, voilà, on l'entend tout le temps, vraiment. Ouais. Et soit tu fais une mise en scène qui est géniale, sauf que bon, on va pas se mentir, à l'opéra, tu peux pas faire un truc qui est souvent incroyable. Tu peux me contredire, Huguette, vas-y. Ah bah non, justement, je suis d'accord. T'es d'accord? L'opéra, en général, c'est plus... C'est ça. Tu te focalises sur le chant, C'est la ça, musique, donc il y a c'est quand ça. même une mise en scène, mais... Il y a pas forcément vraiment du théâtre dedans. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que soit la plupart du temps, ils vont te mettre un truc qui va t'en mettre une scène qui va t'en mettre plein la vue, mais finalement, ils jouent pas vraiment avec ce décor, contrairement au théâtre, ou voilà, c'est ça. Et quand c'est de l'opéra mélangé à du théâtre, ça se voit vraiment, quoi. C'est ça. Et ça, c'est simplement technique, hein, parce qu'un chanteur, il va pas pouvoir faire comme un comédien et partir n'importe où et chanter, surtout l'air de la Reine de la Nuit. Et donc, bref. Et donc, on a deux scènes différentes, donc deux scènes post-apocalyptiques, et qui ne bougent pas, ils ne jouent pas vraiment avec, et finalement, surtout quand ça dure 3 heures, s'il vous plaît, il y a un moment où tu t'ennuies, quoi. Ouais. Et donc c'est là où en fait, si t'arrives pas à te focaliser uniquement sur la musique et à l'orchestre, etc., bah tu t'ennuies et tu te barres à l'entracte, quoi, c'est tout. Mais c'est pour ça que l'opéra n'est pas accessible à tout le monde. C'est que si t'aimes pas la musique de l'opéra, tu peux pas apprécier ça. C'est pas comme le théâtre. Si t'aimes pas le théâtre qui est fait, tu peux te raccrocher à des trucs, à la mise en scène ou à certains comédiens, quoi. Alors, comment apprendre à apprécier l'opéra? Parce que moi, j'aime beaucoup la musique d'opéra, mais aller écouter un opéra de 3 heures, rien que là, d'ailleurs, moi je vais voir la flûte enchantée samedi, je peux te dire que j'appréhende, hein. Ah mince, je peux te dire qu'au bout de 15 minutes, pas bien, là. je vais être sur mon siège en train de couler sur moi-même. Et tu sais, genre, c'est vraiment, genre, tu dois pas faire de bruit s'il y a quelqu'un qui sort. Oh, c'est pas vrai, merde, il fait chier. Pardon. Tu sais, c'est qu'on a rien à foutre. C'est ça. Alors, je suis désolé, la Reine de la Nuit n'est pas là, du coup, je vais la remplacer, Mais comment aimer un opéra? Faut pas commencer par un opéra de 3 heures. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il faut pas commencer par un opéra de 3 heures. Hein, mais commencer déjà par, enfin si t'aimes la musique classique. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que l'opéra c'est forcément de la musique classique? Est-ce que c'est forcément 3 heures? Est-ce que c'est pas forcément 3 heures? C'est pour ça qu'il y a des opéras qu'on peut aimer. Il y a des opéras. C'est forcément de la musique savante. Des opérettes. Mais ouais. C'est pas tu le diffuses pas à la radio. C'est pas de la musique pop. Mais ça peut être de la musique contemporaine. Aimer l'opéra, tu vois, c'est un peu comme le théâtre à ce niveau-là, c'est que si tu commences avec une pièce que t'as pas aimée, ça peut être dangereux pour la suite. Mais il faut quand même réussir sur un opéra que t'aimes bien, un opéra où t'as des frissons, t'entends la chanteuse et t'as des frissons tout le corps, la reine de la nuit, c'est pour ça aussi que j'étais déçu. Bon, après, c'était la répétition générale, hein. Un conseil, faut jamais aller voir un opéra à la répétition générale parce que les chanteurs ne chantent simplement pas. J'ai annulé au dernier moment. Mais il faut pas y aller, en fait, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir, c'est que les chanteurs ne chantent pas parce que le lendemain, la plupart du temps, c'est la première, ils vont pas se casser la voix pour le lendemain. J'ai vu ça pour Orfeo 3 heures. Oh, il était terrible, Orfeo. Enfin, bref. Après, moi, j'en ai vu qu'une heure et demie. Faut pas commencer par ça, hein. Faut pas commencer par ça, hein, parce que là, tu retournes plus jamais voir un opéra. Ouais. Et oui, voilà, quoi. Tu tombes sur un opéra que t'aimes, ça peut marcher. C'est un peu de la chance, en fait, l'opéra. Non, franchement, non, ce serait débile de dire la chance. Mais
Déjà commencer par écouter de la musique classique par-ci par-là, on en entend tout le temps de la musique classique ou savante comme tu dis, on en entend partout. Et soit ça marche, soit ça marche pas. Il y a des gens qui aiment pas le théâtre, comme ils aiment le théâtre dès le premier coup, quoi. Ils tombent sur une pièce incroyable comme les bas-fonds de la cascade et là, tu t'en remets pas, là, tu vas voir toutes les pièces du théâtre de Caen. Toutes les pièces de la cascade. Il me reste du temps ou pas, Hugo? Bien sûr. Ouais, d'accord. Ok, tu vas partir dans un truc de ouf. C'est que, je sais pas quoi dire. D'accord. Moi, je pensais que t'avais encore plein de trucs à dire, d'accord. Non, mais, j'aurais dû aller le voir un jour de première. Parce qu'à vrai dire, je pense que contrairement au théâtre, je mesure l'opéra en fonction des frissons que j'ai. Je sais pas si ça arrive à certains pour, je sais pas, de la musique ou cinéma. Le cinéma, voilà. Est-ce que tu mesures au frisson quand tu vas... Ah oui, j'ai un frissomètre. Voilà. Et c'est ça. C'est un peu pareil. Et quand t'as pas de frisson pour l'air le plus connu de Mozart, de la Reine de la Nuit, non. Tu t'en vas, quoi. Ça marche pas. Non, comme, non, hein. Oui. Du coup, tu t'es barré en avance ou pas? Du coup, non. Parce que tu peux te raccrocher sur, point positif, faut quand même que je te vende de l'opéra, si, tu peux te raccrocher parce que, ils sont beaucoup dans cet opéra. Et ils ont voulu faire du comique. Donc ça marche parfois, ça marche pas. Bon, c'est pareil, hein, l'opéra, le comique à l'opéra, c'est, tu vas pas te taper une grosse barre, tu vas juste faire puis point, quoi. Mais non, mais c'est vrai. Sauf si vraiment il se passe un truc, mais quelqu'un qui chante et qui arrive à te faire rire, c'est vraiment incroyable, quoi. Ouais. Et mais il y a toujours des, en fait, il y a des petits détails. Parce que la flûte enchantée, c'est foncièrement drôle normalement de base. J'irai voir le premier metteur en scène qui ridiculisera la Reine de la Nuit. D'accord. Il arrive à en faire un truc ridicule qui reste beau, mais qui soit ridicule. Et il y avait un peu de ça, justement. C'est que, ce qui se passe, c'est que ça se déroule dans un supermarché, abandonné. Et leurs vêtements, c'est des espèces de vieux sacs plastiques, sacs en solde, etc. Et donc, il y a un peu cette ridiculisation qui est bien dans l'opéra. Mais ça va avec le fait qu'aujourd'hui, dans l'opéra, en fait, on essaye de chercher, un autre moyen de le voir, de le mettre en scène, de le réactualiser. Déjà, c'est un premier pas, mais d'aller plus loin, quoi. Et on avait du coup un peu ça, ces petits détails qui font que, bon, d'accord, je veux bien rester 3 heures, mais c'est pour vous faire plaisir. Aller parler aux chanteurs à la fin? Non, mais par contre, il y a des chanteurs de la maîtrise, voilà. Si certains, surtout Charles de Gaulle, il y a des anciens maîtrisiens. Ça fait partie des amis de The Call, la maîtrise, Cold Fever. Voilà, c'est ça. Tricycle. Moi, j'attends le featuring entre Tricycle et Cold Fever, hein. On en parlait tout à l'heure. D'accord. Alors si jamais juste pour ceux qui connaissent pas, c'est Paul Lou qui est là, fait partie d'un groupe de rock qui s'appelle Cold Fever. Ouais. Et on a un ami qui est à Malherbe qui lui fait partie d'un groupe qui s'appelle Tricycle. Donc on a du rock and roll et l'autre qui est plus jazz. Funk. Et loin de te tuer. Oui, c'est vrai. Dans un gros trip progressif, Funk. quoi. Et c'est plein de musiciens, c'est impressionnant. Donc voilà. Si jamais vous avez l'occasion de les voir en concert, n'hésitez pas. Bon. Faudrait déjà qu'il y ait des concerts. Ouais. Mais si, t'as un concert. Attends, tu m'as parlé d'un concert en mars 2018. Il y a un concert en mars. Le futur. Un concert en mars. Bon, oui, pour l'instant les dates, notez ça. Pour l'instant une petite date. Non, mais vraiment. 16 mars, 18h30 au Sillon. On a tous noté. Le Sillon, je sais pas si tu connais. Ouais. C'est une nouvelle salle, c'est une nouvelle salle, c'est ça? Ou c'est la salle dont je t'ai parlé par rapport à ma mère. Ah, d'accord. Alors du coup, tu vas jouer chez les. Merci Sophie, mais on peut pas comprendre en fait. Donc, dont t'avais parlé avec ta mère, que c'est cool. Du coup, on se retrouve là-bas. Allez, à la prochaine. Merci pour la pub. Donc c'est où cette salle? C'est un très bel EP qui va sortir de Cold. Oui. Ça va arriver. One day. J'ai aimé. Oui, une release party, je sais pas, dans cette période-là aussi, mais voilà. Tu veux pas enchaîner une petite chronique? Il y a aussi un court-métrage qui va sortir. Alors par contre, c'est 2050, hein. On est sur des dates du futur, là. Cold Fever, ils essaient de faire un court-métrage depuis à peu près 10 ans. C'est pas gentil. Attends, je peux faire un doigt. Mais il peut le dire. On peut faire aussi une pub pour Maxime, un court-métrage. Bah oui, complètement, surtout le tien. Pas pareil. Ouais, mais c'est prévu encore, déjà. Bah oui, au moins c'est un peu plus concret. Faut que je recontacte un peu tout le monde pour savoir si les gens sont là, quoi. Oui, en tout cas, oh là là. Les dates de tournage. C'est l'instant pub, en fait, là. Si vous voulez vous incruster à un tournage du 3 au 8 janvier, on sera au château. Le château, voilà, ok, ça. yes. Mais en tout cas, il y a des gens qui écoutent. Ce qui prouve qu'on a plein de petits projets pour la fin de l'année et pour au cours de l'année, donc c'est bien, on pourra en parler. On a du taf à faire. Peut-être que j'irai voir le concert de
de Paul Lou, et puis voilà, je dirais, ouais, c'était pas terrible, 3 heures, petit détail. Non, justement, là, c'est 40 minutes, d'ailleurs. Le set, c'est de 40 minutes. Ah oui, vous avez compris. Complètement. Bon, on va terminer là-dessus, je pense. On veut remercier à tous. Edgar! Pardon. J'en peux plus, à chaque émission, il se lève quand je commence à dire au revoir. Ça va, calme-toi, Maxime, calme-toi. Il me rend ouf là-dessus. Bon, merci à tous d'être présents, c'est la première fois où on est aussi nombreux. Maxime, reste là! C'est pas vrai, ça, si. Putain, illusion de la radio. Mais on est plein ce soir, c'est bien, c'est cool, on finit bien. Les gens sont tous partis parce que 3 heures, bon, c'est chiant, personne reste 3 heures. Non, mais oui, du gens communisme à l'opéra, on aura parlé de plein de choses et c'est super et voilà, mais à quand l'opéra sur la révolution Et Mario. Ah, mais il y aura merde, tellement puissant à faire. avec Mais ça, l'ère c'est de la Reine de la national de Nuit. l'URSS, Tu sais quoi, Maxime? On avec finit sur l'ère de la Reine de la Nuit. Et avec Mario aussi. deux ou pas N'oubliez pas Mario. Alors on va terminer là-dessus, vous nous entendrez plus parler après. 3, 4. Allez, c'était Jola, à la prochaine!